Je voudrais remercier la Fédération de l'ameublement de nous avoir conviés à ce séminaire sur la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et plus particulièrement de venir vous parler du Brexit, qui est effectivement pour nous un sujet très important actuellement. Et effectivement, on avance on espère, nous en fait à la Chambre, on a une position très pragmatique et très positive. Nous pensons que de toute façon il y aura un accord. Aujourd'hui on va préparer le non-accord plus, mais on croise les doigts parce que finalement dès décembre on saura, ça dépendra du Parlement britannique et ça se jouera à peu près à 3 voix, quelque chose comme ça. Il y a des Britanniques dans la salle, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent le dire. Donc je vais juste rappeler au départ quelques dates, juste pour vous remémorer ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et puis après, effectivement, on approchera plus comment on peut se préparer un non-accord. Donc, il y a une chose qui est très importante. Le Royaume-Uni parle de divorce avec l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni reste en Europe. Ne parle pas de l'Europe. Et ça, c'est très important parce que le Royaume-Uni restera un partenaire important des relations commerciales, quel que soit le résultat. Donc, le 23 juin 2016, il y a un référendum qui a été organisé et 52, on va dire, de la population britannique a voté pour une sortie de l'Union européenne. Ce qu'ils ont voté, en fait, c'est qu'ils voulaient reprendre leur souveraineté, la maîtrise, en fait, de leurs décisions au niveau de l'État du Royaume-Uni. Donc, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni déclenche l'article 50, qui, en fait, est le point de départ des négociations. Le début des négociations officielles ne sera que le 19 juin 2017, entre le Royaume-Uni et l'UE, commencera. Et donc, pendant, je dirais, entre le 19 juin et le 12 juillet cette année, il y a eu pas mal d'échanges et de débats. Et vraiment, c'est en juillet cette année, quand la première ministre Theresa May a convoqué son gouvernement à Chequers, et donc d'où le plan de Chequers, qu'il y a eu une proposition britannique pour éviter une frontière dure entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande. Parce qu'ils veulent absolument éviter de créer une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, de peur de revoir ressurgir les guerres, les troubles d'autrefois. Voilà. Et ça a vraiment été, je pense, la pierre d'achoppement depuis le début. Parce que même déjà à Plan Chequers, on pourrait dire qu'à 80%, ils étaient d'accord sur beaucoup de points. Et vraiment, cette frontière entre la province d'Irlande du Nord et l'Irlande était un vrai issue. 13 novembre 2018, donc il n'y a pas très longtemps, les négociateurs arrivent à un accord, on va dire, un projet d'accord, on devrait dire plutôt, que le gouvernement britannique a accepté. Et donc, ce week-end, il y a un sommet de l'Union européenne, des 27 pays, alors c'est pas signer l'accord, puisque la signature se fera un peu plus tard par la ratification du Parlement européen, mais pour dire qu'ils sont tous d'accord sur cet accord officiellement. En décembre, il va y avoir un vote au Parlement britannique, et c'est là que tout va se jouer. Parce qu'effectivement, actuellement, Madame May est engluée dans des problèmes politiques. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut se jouer à 3 voix. Ce que je voudrais revenir, c'est que l'accord porte sur 4 points principaux. Pas de frontière dure entre l'Irlande et la province britannique de l'Irlande du Nord.
On appelle ça un filet de sécurité en français ou un backstop, c'est-à-dire qui consiste à créer un territoire douanier unique, regroupant l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et donc cette configuration permet de protéger le marché intérieur britannique et d'assurer un accès sans entrave des marchandises de l'Irlande du Nord vers le reste du marché britannique. Le deuxième point, c'est les droits des citoyens préservés. Le troisième point, c'est que Londres devra payer une facture qui s'élèverait à quelques 40 milliards d'euros. Et bien entendu, le dernier point qui est très très important, puisque c'est le post-Brexit, c'est une période de transition qui sera renouvelable une fois, pour l'instant. Donc, si en décembre 2018, il y a un projet d'accord, donc le projet d'accord va être soumis au Parlement britannique pour être voté. S'il n'y a pas d'accord, alors à ce moment-là, c'est l'application des règles de l'Organisation mondiale du commerce, donc de l'OMC, qui vont s'appliquer. Et donc ça serait vraiment mauvais pour tout le monde. Et ça signifie donc la fin de la libre circulation des marchandises, des services et des personnes. Actuellement, juste pour vous informer, il y a à peu près 3000 Britanniques chaque année, depuis 2 ans, qui demandent la nationalité française, de peur justement de ne plus pouvoir circuler en Europe. Alors, ça veut dire un retour de barrières aux frontières, fin de vente intracommunautaire, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans l'UE, c'est de la vente intracommunautaire. On parle pour beaucoup d'exportation, mais on n'emploie pas le bon mot. L'exportation, c'est avec un pays tiers. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord, c'est la fin de cette vente intracommunautaire, c'est retour à l'exportation, à l'importation d'échanges hors l'Union européenne avec un pays tiers. Bien entendu, ça sera le retour des droits de douane, ce qui veut dire contrôle aux frontières, régime des services, notamment financiers, différents, les normes et réglementations, propriété intellectuelle, autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques et autres, et tout alimentaire et autres, l'accès au financement européen, la protection et les échanges de données, la mobilité des personnes. Donc tout ça va être couvert par Marie-Alix, Michel Denard qui m'accompagne, qui est avocate, et je pense que tout ce qui est droit de douane et tout sera par quelqu'un des douanes en fait. Alors aujourd'hui, comment se préparer à ce post-Brexit, donc à ce non-accord? Eh bien, donc, comme je viens de le dire, il y a les droits de douane, il faut se préparer au pire scénario. Dans les grandes entreprises, en général, ils ont 4 scénarios déjà. Ils font des contingency plans. Je sais qu'il y a des sociétés comme JCB, par exemple, qui vendent des excavatrices et qui ont des concessionnaires en France. Eh bien, eux, ils font du surstockage actuellement de pièces d'échange. Donc, il faudra, à mon avis, il faut vraiment identifier les flux d'exportation et d'importation et aussi les codes douaniers de vos produits de façon à ce que si on n'a pas d'accord, eh bien, on soit au moins bien préparé à ce niveau-là. Tout ce qui est supply chain, donc il faut s'attendre donc, à un rétablissement des postes douaniers. Je crois que le gouvernement français, si je ne me trompe, est en train de recruter plus ou moins 700 douaniers. Voilà. En Grande-Bretagne, au niveau d'Ashford, ils sont en train de créer des parkings, justement pour tous les transports routiers. Donc il y a une vraie mobilisation actuellement sur un non-deal. Donc ça veut dire la mise en place de contrôle, des risques d'engorgement et des queues de camions aux frontières. Ça veut dire aussi une affectation sur les délais de livraison, d'où, je vous disais, JCB qui surstockage de pièces détachées. Il faut penser à modifier les contrats, donc ça, effectivement, Marie-Alix en parlera. Il faut penser à des solutions d'entreposage. Par exemple, dans le Pas-de-Calais, actuellement, on observe une hausse des lieux d'entreposage. Voire une délocalisation de l'activité. Peut-être que parfois, vous me dites, madame de chez La Fumard, vous me disiez que vous aviez un agent. Peut-être qu'il va falloir penser différemment, revoir votre stratégie. Donc tout ça est à prendre en compte. Dans tous les cas de figure, la certification OEA
opérateur économique agréé serait un avantage si effectivement il y a est un avantage. Et on constate actuellement une augmentation des demandes au Royaume-Uni pour obtenir ce statut. Troisième point à prendre en compte, c'est le besoin en fonds de roulement, c'est un coût financier. L'augmentation des droits de douane, les fluctuations prévisibles à la baisse de la livre sterling, des délais de livraison accrus, la nécessité d'entreposer des marchandises, voire de surstocker et la mise en place de contrôles, voire de nouvelles normes, une augmentation du besoin en fonds de roulement donc semble inévitable. Et cette mise en place d'un Brexit, en fait, d'un plan Brexit, la mise en place dans vos sociétés d'un plan Brexit, je disais les grandes sociétés ont créé des comités Brexit avec toutes les équipes qui peuvent production, logistique, fiscalité, RH et autres pour prendre la meilleure décision si nous n'avions pas pour un post-Brexit. Voilà. S'il y a un accord signé, donc le Royaume-Uni, au moins dans les 2 prochaines années, restera, comme j'ai dit, dans l'union douanière et ce sera plus facile pour se préparer. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que lundi ou mardi, je ne sais plus, on commence à entendre la voix des entreprises. Le CBI, qui est l'équivalent du MEDEF en France, a vraiment conforté Theresa May sur le projet d'accord. Nous sommes, comme je le disais au début, nous sommes confiants. Nous avons confiance dans les Britanniques. Ce sont de vrais pragmatismes, ce sont des businessmen et je pense que la voix des entreprises sera entendue. Voilà. Vous pouvez parler de votre actualité sur la chambre. Ah oui. Alors, nous, au niveau de la Chambre, on va avoir, là, on a un événement qui s'appelle un Ambassador's Briefing, le 29 novembre. Donc, si certains d'entre vous veulent assister, eh bien, vous pourrez vraiment entendre ce que l'ambassadeur, enfin, les dernières nouvelles, en fait, ou les nouvelles les plus récentes de l'ambassadeur de ce Brexit, et puis des actualités également plus globales, soit commercial, social et international. Nous avons également un petit déjeuner avec Evershades, qui est une société, en fait, law firms, de droit international, et Lloyds Bank sur l'impact, pour préparer le post-Brexit justement, et sur l'impact du Brexit sur la finance et sur le juridique. De janvier à mars, nous aurons à peu près 4 à 5 événements avec DIT. DIT, c'est Department for International Trade, donc c'est les services commerciaux de l'ambassade de Grande-Bretagne, et donc pour préparer les entreprises à ce post-Brexit. Voilà. Je voulais vraiment m'excuser pour les entreprises qui voulaient me rencontrer cet après-midi. J'ai vraiment un imprévu et je suis désolée. Toutefois, j'ai une carte de visite et je suis vraiment à votre disposition pour vous aider. La Chambre de commerce, juste pour dire un mot sur la Chambre de commerce, vous savez que les Britanniques c'est une société très libérale, et donc contrairement aux chambres de commerce françaises, les chambres de commerce britanniques sont privées. Nous existons depuis 145 ans en France, puisque nous fêtons cette année nos 145 ans, et nous n'avons jamais reçu aucun subside de l'État. Nous fonctionnons nous sommes une institution, mais nous fonctionnons comme une entreprise, comme une toute petite entreprise. Nous sommes une petite dizaine à la Chambre, et nous travaillons pour nos adhérents. Nos adhérents sont soit des entreprises françaises se développant sur la Grande-Bretagne, soit des entreprises britanniques se développant en France, et donc ce qui forme un réseau d'affaires assez important, puisqu'on a de très grandes entreprises, des PME, des toutes petites, et aussi, je dirais à peu près 700 sociétés aujourd'hui, de tout secteur d'activité. Donc ça fait un réseau assez fort, et avec beaucoup d'échanges. Donc on peut définir la Chambre comme un réseau d'affaires, puisqu'effectivement on anime cette Chambre au travers d'événements thématiques, mais qui répondent vraiment aux besoins des adhérents, qui génèrent du business à ses adhérents. Alors ça vous fait rire d'entendre ça d'une chambre de commerce, mais bien entendu, comme nous ne sommes pas financés, comme nous sommes financés par nos entreprises, notre rôle est de leur permettre de développer leur activité.
Et donc, nous n'avons pas au sein de la Chambre d'expertise. Nos adhérents sont nos experts. Donc, toutes les demandes que nous recevons, nous allons en fait travailler avec nos adhérents pour aider les entreprises. Et puis troisièmement, eh bien, c'est d'aider ces entreprises à se faire connaître. Donc, comme on dit en anglais, raise the profile, donc à leur permettre de faire leur promotion au travers de tous les outils de communication qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition. Et finalement, c'est un partenariat. Voilà ce qu'est la Chambre. Je vous remercie. Vous êtes basé à Paris ou à Paris. À Paris et sur toute la France aussi. Nous avons en région, nous avons des délégués régionaux. D'ailleurs, hier, nous avions une visite de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Saint-Malo pour voir les entreprises françaises là-bas. Juste une question, pardon. Après décembre 2020, l'Angleterre sort de l'Union européenne de toute façon. Il y a encore une année de transition possible. Donc après décembre 2021, oui, de façon... un cas de figure où il y aura toujours, comme dans l'ancien système, il y aura des droits de douane et voilà. compagnie. Ouais. On reculer pour mieux sauter. Exactement. Bah, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de... c'est-à-dire que si vous sortez le 31 mars, il n'y a plus rien. Il faut préparer quand même les entreprises. Donc en fait, ils se sont dit au départ, bon, on aura peut-être besoin d'une année, mais en fait, ça va aller sur 2 années. Peut-être que ça ira sur un peu plus. Si on regarde les négociations avec le Canada, par exemple, où là on part, où il n'y a rien, la période de transition elle peut être pratiquement 10 ans. Donc, je suis un peu étant basé à Londres. Donc, dans le cas après 2020 décembre, c'est un no deal. Au niveau des échanges, ça ne change rien pour nous. Bah en fait, si vous avez déjà l'habitude d'exporter avec l'étranger, voilà. C'est surtout les entreprises qui n'ont pas l'habitude d'exporter et qui font que de la vente intracommunautaire. Là, il y a un vrai changement. On revient, quoi qu'il arrive, de toute façon, même s'il y a un accord mais qui ne sera pas sur l'Union européenne, parce que les Britanniques ont décidé de sortir justement. Okay. Voilà. Mais ils restent quand même dans l'Europe. C'est pour ça que c'est important de signaler. Donc en fait, je pense qu'ils font partie ils peuvent faire partie aussi de la ELE. Donc en fait, bon voilà, il y a quand même d'autres façons de... On verra bien par rapport aux négociations. Moi, je trouve qu'une grande partie du problème aujourd'hui, c'est aussi le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que le fait d'avoir justement ce pseudo-accord au mois de décembre ne risque pas de créer de nouveau 2 années d'incertitude? Et pendant 2 années, de repousser encore cette échéance avec peut-être ça, peut-être autre chose, et du coup encore plus de difficultés pour une entreprise de se préparer à quelque chose? Non, parce que s'il y a l'accord, la seule chose, c'est que si le Parlement vote, ok, donc on peut, la seule chose, après, c'est le Parlement européen ratifie pas. Donc là, ça serait embêtant. Mais normalement, il n'y a pas de raison, puisqu'ils vont signer normalement dimanche. Donc après le décembre 2018, normalement, les entreprises devraient pouvoir commencer, sauront plus ou moins à quoi. Parce qu'il parle quand même de clauses incertaines par rapport à ce filet de sécurité notamment, qui pourraient être renégociées plus tard. Plus tard, voilà. Des interrogations qui restent en place. De toute façon, l'incertitude va rester quand même. En fait, si je peux rebondir là-dessus, c'est qu'il y a 2 choses qui sont en fait en négociation. Il y a 1, l'accord de retrait, et 2, l'accord de future relation entre l'Union et Londres. Et donc c'est ces 2 choses qui sont négociées, sachant que la première, l'accord de retrait a chopé sur effectivement l'Irlande du Nord, donc a pris beaucoup de temps. Donc c'est là-dessus effectivement que le Parlement britannique va devoir se prononcer, déjà pour dire cette période de transition, l'accord de retrait, voilà comment ça va se passer, pour donner un peu de certitude et un peu de temps aux entreprises pour se préparer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la future relation entre l'Union européenne et le UK, on n'a pas ce que ça va être. Tout le monde dit que ça va être un accord de libre-échange, donc il faut le temps, il faut que la transition va servir à négocier cet accord de libre-échange, en fait, mais on ne sait pas encore si on va avoir un accord de libre-échange, donc c'est la question. Donc en fait, il y aura effectivement cette incertitude, comme vous dites, sur la future relation entre le UK et l'UE. Même si vous avez cette période de transition où les choses vont continuer un petit peu business as usual, mais il va bien falloir se préparer pour l'après, je suis d'accord. Mais ça donne quand même du temps aux entreprises, et puis ça permet aussi de suivre les négociations et autres. C'est-à-dire que là, on est parti sur une feuille blanche. Hein. Donc il y a eu quand même un gros travail de fait en pratiquement 2 ans.
Parce que personne ne s'attendait non plus à ce que le peuple britannique vote pour la sortie de l'Union européenne. Pour une entreprise qui veut se lancer au Royaume-Uni, enfin, sur le marché, qui n'a jamais vendu de produit jusqu'à présent, mauvais moment, on attend 3 ans grosso modo, parce que c'est quand même, il y a une vraie stratégie marketing derrière, des frais qui vont être avancés. On parle du mobilier de bureau, on ne parle pas du service, donc en termes de décentralisation du process de fabrication, est-ce qu'on fabrique une partie en Angleterre, en France, etc. Enfin, c'est quand même pas mal de frais engagés. Si dans 2 ans, 3 ans, on doit partir. En tout cas, il faut de nouveau réinvestir. C'est parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui. Bon, moi, avec Be My Desk, on sait que le e-commerce, la pénétration e-commerce au niveau du marché anglais est hyper intéressante, du mobilier de bureau, voilà, on l'a dit, très forte croissance. C'est une question pour 2019 qu'on se pose chez Be My Desk. Et aujourd'hui, cette incertitude fait que on est hyper frileux, quoi. Donc, Alors, je vais répondre simplement. Quelle que soit la période, c'est toujours une mauvaise période de toute façon, vous verrez. Après, ça va être d'autres choses. Donc, c'est une opportunité. Le Brexit est une opportunité pour tout le monde. On rebat les cartes. Donc, c'est peut-être le moment de revoir. Si vous décidez de vous développer en Grande-Bretagne, je pense qu'il faut prendre dès maintenant tous ces critères en considération pour votre développement en Grande-Bretagne, puisque vous le savez maintenant qu'il y aura une sortie de toute façon de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais enfin, la première question, c'est à quel coût? Du coup, parce que forcément, pour pouvoir vendre les produits, c'est une réflexion supplémentaire. Voilà. Et puis, de deux, qu'est-ce qui se passera dans quelques années? C'est ça, en fait. C'est cette double question. Vraiment, franchement, la Grande-Bretagne a toujours été le tremplin pour l'international. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On travaille toujours avec la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, ont toujours été nos 2 meilleurs partenaires. Donc, de toute façon, ça ne va pas changer. Aujourd'hui, c'est 91 milliards d'euros de flux entre la France et la Grande-Bretagne. Vous imaginez? Donc, on va continuer à faire du travail, on va continuer à développer. La Grande-Bretagne est un excellent tremplin pour l'international, parce que si vous réussissez en Grande-Bretagne, vous êtes pratiquement sûr de réussir dans le monde entier, parce qu'ils vont vous aider aussi à faire du business avec les Britanniques ou avec les Anglo-Saxons, et ça ne se fait pas du tout comme on pense. C'est pas parce qu'on parle anglais, c'est pas parce qu'on va en vacances en Grande-Bretagne qu'on sait commercer avec la Grande-Bretagne ou les pays anglo-saxons. Et je vous invite à faire un cours de culture je vais plus savoir dire. Voilà, un cours de formation à l'interculturel pour vraiment gagner du temps, ou même une initiation. Parce que ça, parce qu'on pense qu'on connaît la Grande-Bretagne, c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on la comprend et qu'on est capable de s'exprimer avec. Donc ça, c'est très important. Donc, se préparer, de toute façon, effectivement, il faut prendre ces coûts en compte dès maintenant. Ça va vous coûter un peu plus cher, mais est-ce que le retour sur investissement, c'est ça que vous posiez comme question, est valable? Voilà. Et effectivement, le e-commerce marche très bien en Grande-Bretagne. Raphaël, peut-être je ne sais pas, peut-être que ça ne concerne que Be My Desk. Je sais qu'il y en a certains qui font déjà du business en Angleterre, d'autres qui comptent le faire. Enfin, après, je ne veux pas faire un focus sur ça pendant 20 minutes. Mais... Non, mais c'est une bonne remarque. Ça parle de votre trip. Donc, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de passion dans ce débat aussi. Nous, nos clients, on a des clients qu'on accompagne depuis 5-6 ans sur le marché UK et qui continuent business as usual parce que de toute façon ils y sont, ils ont des clients. Donc effectivement, s'il y a un changement de flux, ils s'adapteront par rapport à ça. On signe des nouveaux contrats. On signe des nouveaux contrats avec des clients qui se lancent maintenant. Donc hier, c'était dans les bornes électriques, par exemple. Donc, parce que voilà, vous êtes français, vous avez une bonne part de marché en France, vous commencez à regarder les marchés export. De manière opportuniste, certains vont faire le Benelux et la Suisse parce qu'on pense que ça parle français, que c'est facile à livrer. Mais très rapidement, vous allez vous dire quels sont les 2 marchés les principaux en Europe de l'Ouest, c'est la France et c'est l'Allemagne et UK.
Et effectivement, on a un partenaire en Allemagne, et très souvent, on a des clients qui font l'Allemagne puis le UK, ou le UK puis l'Allemagne, parce que voilà, quand vous avez fait ces 3 marchés-là, déjà, vous avez une bonne position en Europe pour ensuite, effectivement, essaimer, que ce soit vers le sud, ou vers le nord, ou vers l'est. Donc, il y a des clients qui se lancent, et on les accompagnera, nous, effectivement, sur les aspects Brexit par rapport aux futurs accords, etc. On pense aussi qu'il y aura quand même un accord de transition qui sera signé, donc sinon ça nous donner un peu de temps, et comptable quand même sur un accord frictionless, donc ça veut dire le plus libre-échange possible pour effectivement ne pas mettre en péril les 90 milliards dont vous parliez. Ce qui serait une catastrophe. Et je respecte beaucoup effectivement l'ameublement parce qu'on est dans le mobilier ici aujourd'hui, mais pensez à food, pensez drugs, donc tout ce qui est médicaments, etc. Textile. Voilà, bon, on peut s'habiller, enfin on peut trouver des... Mais je veux dire sur les médicaments et sur la nourriture, c'est quand même des choses où Theresa May rappelle très souvent qu'elle est diabétique, elle prend de l'insuline qui est fabriquée dans l'Union Européenne, que si effectivement elle ne peut plus venir, voilà, elle a des dangers propres. Donc il y a quand même des choses qui sont vitales à régler pour le UK et pour les flux, et je pense que finalement le pragmatisme l'emportera par rapport à la passion aujourd'hui. Mais effectivement, il y aura probablement effectivement quelques friction business à intégrer à un moment donné, mais voilà, on pense que ça ne pourra pas être majeur. J'ai juste un truc à rajouter sur la certitude. Alors certes, c'est compliqué actuellement de se lancer parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, nous, ça fait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans qu'on est sur le marché britannique. Et il y a une incertitude qui est majeure sur ce marché-là pour nous, c'est la livre sterling et le taux de change. Et en 20 ans, il y a eu des fluctuations énormes dans un sens et dans l'autre. On est arrivé sur un marché à une époque où on était encore en francs et pas en euros, avec une livre sterling à 10 francs. Ça fait un taux de change qui était très favorable pour la livre sterling, qui a chuté ensuite. Et de toute façon, ça, il faudra, quelle que soit la situation, j'allais dire juridique, il faudra vous habituer à être extrêmement flexible. Et du coup, on ne converse pas du tout en termes de business avec la Grande-Bretagne à cause du taux de change, comme on le fait avec d'autres pays dans la zone euro pour le coup. Alors c'est clair que si on est habitué à vendre en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, on est habitué à gérer des fluctuations de monnaie, mais par rapport à un marché européen, c'est quand même une dimension à prendre en compte qui va vous obliger à avoir de la flexibilité. Donc j'allais dire que ce soit maintenant avec une incertitude supplémentaire par rapport au Brexit ou pas, c'en est qu'une de plus. Stéphane, flexibilité, mais est-ce que tu te couvres sur ce risque de change? Alors oui, on se couvre beaucoup sur le risque de change, ça dépend des moments évidemment. Nous, on fait 25% de notre chiffre d'affaires en Grande-Bretagne, donc c'est une part très importante de notre entreprise. Donc on est très souvent, enfin on est toujours couvert, hein, on couvre en fonction des périodes à peu près, en ce moment comme c'est très incertain, on couvre plutôt 70% des besoins d'une année. On ne le fait pas en une seule fois, on le fait en plein de fois différentes. On a au fil des années, on est devenu un petit peu expert dans les couvertures de change, on va dire non classiques, des choses qui sont plutôt risquées, où on a des primes qui nous permettent d'avoir des taux de change bien meilleurs que le taux du marché. Ça c'est aussi, on a été poussé dans ces objectifs-là, enfin, dans ces chemins-là, par les conjonctures, qui à des moments, on avait des taux de change qui étaient tellement défavorables que c'était, et ça a été le cas d'ailleurs en 2008, après les éléments de Lehman Brothers et la crise financière, si on avait dû répercuter le taux de change sur nos prix de vente publics, on allait juste sortir du marché. Et on allait annuler 10 ans de travail sur le marché britannique. Donc on a décidé de serrer les boulons, on a décidé de se mettre en mode survie, on s'est séparé de la moitié de nos collaborateurs sur place, notre chiffre d'affaires a effectivement souffert beaucoup, et on est passé dans des modes de sécurisation de la livre sterling, dans des modes ultra risqués. Alors là, forcément, on n'est pas couvert à 80% pour le coup, on se couvre beaucoup moins. Mais il faut apprendre cette flexibilité parce que c'est un élément qui est juste très très important et primordial. En tout cas pour nous. Non, et puis je pense qu'il va voir la livre sterling va continuer à... Oui, alors en fait, quand elle fait les grands 8, quand elle fait les yo-yo, c'est pas le plus compliqué parce que du coup on a des opportunités d'achat et de couverture. Donc si on est d'abord, il faut vraiment travailler de façon très proche avec une salle des marchés en qui on a extrêmement confiance, avec qui on a une très bonne relation
très fluide. Nous, on travaille avec la même salle des marchés depuis 20 ans avec un partenaire bancaire et on est sollicité très souvent au vu des volumes qu'on fait par d'autres partenaires et on refuse catégoriquement parce qu'on a confiance dans la relation qui se passe, et c'est très important pour nous. Et quand on fait YoYo, effectivement, du coup, on est très au fait des évolutions. Ils nous envoient, la salle des marchés nous envoie des anticipations par différents experts très régulièrement. Donc ensemble, on peut décider des bons moments pour mettre des couvertures en place. Donc on n'a jamais une couverture qui est sur 70 ou 80% de notre besoin, mais on a 70% de notre besoin, c'est créé par 10 ou 15 couvertures. Donc on profite justement de périodes de hausse pour faire des petites couvertures qui ne nous engagent pas trop sur le futur. Par contre, là où c'est très compliqué, c'est quand il y a des dévissements importants continus, où là, on n'a pas les périodes justement pour pouvoir faire ces petites couvertures. Et là, si on n'est pas couvert un minimum avant, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Oh, on met un cierge à l'église. D'où l'importance aussi de bien connaître son banquier et de bien travailler avec lui. Ah oui, le banquier, la relation bancaire, pour moi, c'est vraiment c'est un des éléments primordiaux dans le business à Clermont-Montagne. Merci Catherine, merci Stéphane et tous ceux qui sont intervenus. Je passe la parole à Marie-Alix Michel qui va nous parler de l'impact plutôt juridique sur les contrats. Merci, bonjour à tous. Je me permets une petite chose sur les risques de taux de change. Moi-même, j'ai fermé des entreprises françaises en Angleterre en 2009 qui ne s'étaient pas couvertes, qui n'avaient pas les moyens de le faire et qui ont pris ça de plein fouet. Pardon, c'est pas... et aussi par rapport à ça, je citerai une structure, une société britannique qui est dans votre secteur, qui a perdu en bourse récemment plus de 10% et qui a entamé aujourd'hui une communication volontariste sur la prévention des impacts de Brexit. Et par rapport à ça, ils ont une petite disposition disant qu'ils couvrent les risques de change eux-mêmes. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose de très spécifique au Royaume-Uni. Alors, sur le plan de l'anticipation juridique des relations que vous pouvez avoir avec des partenaires anglais, ma première question, je voulais vous la poser, c'était parmi vous, combien passe par un agent en Angleterre pour vendre? Que représentent en fait les contrats d'agents par rapport à des contrats de distribution pure ou des implantations que vous pouvez avoir? Parce que je n'aborderai pas forcément les mêmes questions, c'est pas les mêmes... Agents indépendants, oui. Certains passent personne, donc plutôt des contrats de distribution, de vente direct, et ce qui est salarié, des agents salariés, pas des salariés directement, des commerciaux salariés, d'accord, et des implantations en filiale ou vous avez plusieurs implantations, d'accord. Alors, la première question, sur le plan en tout cas des contrats, alors déjà la première question c'est avez-vous des contrats avec des partenaires anglais? Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se font sans contrat. Donc c'est l'occasion de se poser la question d'encadrer sa relation au travers d'un contrat. C'est le premier sujet évidemment. Alors après, dans les relations que vous avez, dans les relations contractuelles, quel est le droit qui est applicable? Parmi vos contrats, est-ce que c'est plutôt le droit français que vous avez adopté et que votre partenaire a adopté ou le droit anglais? Quand on peut, le droit français, mais des fois, on n'a pas trop le choix. Vous n'avez pas toujours le choix. Ça, c'est quand même une question très importante parce qu'au vu de Brexit, l'implication sur le plan juridique, le risque, c'est que à l'issue de cette phase de négociation commerciale, l'Angleterre ne reprenne pas complètement, j'appelle ça le corpus juridique, qui est issu de l'appartenance de l'Angleterre à la communauté européenne, à l'Union européenne. C'est-à-dire que, par exemple, je cite en droit de la concurrence, en droit des marques, les contrats d'agents,
l'indemnité de rupture plafonnée à 1 an, par exemple. Tout ça, c'est issu de réglementation européenne, d'une jurisprudence de la Cour de justice européenne, et qui est intégrée directement aujourd'hui dans le droit anglais, et qui est appliqué comme le droit anglais, comme si c'était un droit anglais. Aujourd'hui, Theresa May a indiqué que, effectivement, post-Brexit, tout ce qui est issu de cette vie juridique au moment de l'appartenance, dans toute la durée d'appartenance de l'Angleterre à l'Union européenne, serait reprise comme le droit interne. Donc c'est un côté rassurant parce qu'on se dit que ça continue, il y a une pérennité. Sauf qu'il y a une clause qui s'appelle la clause Henri VIII, ça ferait sourire certains, en vertu de laquelle le gouvernement, donc pas le Parlement, c'est pour ça que c'est Henri VIII, le gouvernement en fait s'arroge le droit de modifier cette reprise complète du corpus juridique lié à l'appartenance à l'Union européenne. Donc ça laisse quand même une possibilité arbitraire de modifier certaines parties. L'autre chose, c'est que... alors, j'ai envie de parler du droit des marques quand même, parce que le droit des marques, c'est très important. Si vous avez-vous enregistré vos marques en Angleterre, au Royaume-Uni spécifiquement, ou avez-vous, une grande question, êtes-vous passé par le système des marques communautaires? Alors, si vous êtes passé par le système des marques communautaires, à la fin, au moment où Brexit va entrer en vigueur, donc à la fin de la période transitoire, l'Angleterre va revenir avec un système de droit des marques qui lui est propre. Il y a eu, un accord qui a été fait sur un certain nombre de points déjà, c'était en mars dernier, sur la thématique des marques dans le cadre des négociations Union européenne, Royaume-Uni, qui a été assez rassurant sur la période transitoire. Les marques qui ont été déposées au niveau communautaire ne seront pas remises en cause localement, mais post-Brexit, très clairement, réfléchissez bien à l'intérêt quand même de pouvoir avoir un enregistrement local, sachant que vous ne savez pas quelles vont être les conditions requises, quel coût, le coût risque d'être évidemment plus élevé, et là, l'Angleterre va développer sa jurisprudence propre. Il faut bien comprendre, mais je pense que vous l'avez entendu parce qu'on l'a suffisamment entendu dans les médias et dans les débats, ce Brexit, il est motivé pour des raisons de protection migratoire, aussi très fortement parce que l'Angleterre ne veut plus être assujettie aux diktats de la jurisprudence et de la Cour européenne de justice. Ils ne veulent plus, ils veulent pouvoir retrouver une indépendance sur le plan juridique. Ça, c'est très important. Donc, il faut le garder en mémoire et évidemment, on ne peut qu'inviter tous les opérateurs à essayer, bien sûr, de demander le droit français applicable. Sur, comment dirais-je, les questions qui se posent, qui sont un peu complexes sur le plan juridique, que je vais essayer peut-être d'être très simple, c'est que l'Angleterre est signataire de règlements européens en matière de droit applicable et de juridiction compétente et de reconnaissance des décisions judiciaires d'un pays et d'exécution automatique des décisions d'un pays dans l'Union européenne. Ces règlements tombent de facto après Brexit. Donc on peut se poser la question, par exemple le règlement Rome 1 qui dispose du libre choix des parties en matière contractuelle du droit applicable, l'autonomie des parties, et à défaut d'un choix qui a été pris sur le plan contractuel, il y a un certain nombre de filets, on regarde le lieu d'exécution du contrat, en substance, etc. Donc ça, ce sont des critères qui sont établis par ce règlement. On ne sait pas si l'Angleterre, post-Brexit, à défaut d'un droit applicable indiqué dans les contrats, donc le principe d'autonomie, on pense sera respecté. En revanche, s'il y a un défaut de provision sur le droit applicable, l'Angleterre, une juridiction saisie en Angleterre, va appliquer ses propres critères. Donc ça, c'est quand même relativement important.
parce que lorsque vous avez évidemment un litige, moi je vais parler des choses qui peuvent aller mal dans une relation, se pose la question, effectivement, est-ce que le droit que j'ai indiqué dans mon contrat, il va bien être appliqué par une juridiction anglaise? Première chose, est-ce qu'elle est liée par ce choix? Et deuxièmement, est-ce que cette juridiction anglaise, je peux contester sa compétence? Donc dans les dispositions des réglementations européennes, en général, quand on a une action judiciaire, on l'a enfin on l'intente dans le pays du défendeur. Ceci ne sera plus le cas, sauf si l'Angleterre décide qu'elle incorpore ces dispositions du règlement de Bruxelles au sein de sa législation, de son droit interne. Donc tout ça, nous ne le savons pas. Ce qu'on pense en revanche, c'est que ça fera beaucoup plus. On va revenir plus à une notion de nationalité en termes, dans le cas d'un litige. Par exemple, vous avez un litige avec un acheteur anglais, donc vous voulez actionner, a priori vous actionneriez devant les juridictions britanniques parce que le défendeur est situé au Royaume-Uni. En fait, post-Brexit, il est tout à fait possible que, en tant que national français ou en tant qu'entreprise française, vous puissiez invoquer, comme on invoque en matière matrimoniale, par exemple en matière de droit civil, la nationalité, comme vous donnant la possibilité de commencer votre action contre un défendeur étranger en France. Donc retrouver une primauté, en fait, des juridictions françaises au titre de la nationalité de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un côté qui peut être aussi positif. Pourquoi je dis positif? C'est pas parce que la compétence des juges britanniques est à remettre en cause. Au contraire, les juges anglais, vous le savez, ont des niveaux extrêmement élevés et de compétences très reconnues. Il n'en reste pas moins que le coût judiciaire en Angleterre n'est absolument pas le même que le nôtre. Que les durées de procédure aussi sont longues comme en France, mais le coût généré est très important, pas toujours prévisible, et comment dirais-je, on aura aussi la difficulté, alors ça c'est le droit de la preuve n'est pas le même. En allant jusqu'au bout sur ces questions de risque judiciaire issus de Brexit, il y a la question aussi d'un jugement qui serait obtenu en France en votre faveur, en faveur d'une entreprise française. Quid de l'exécution dans le pays du défendeur comme l'Angleterre? Est-ce que les tribunaux britanniques vont automatiquement reconnaître la décision du tribunal de commerce français comme étant applicable, exécutable? Est-ce qu'on va revenir à un système d'équature? Très, très probablement, devant lequel il faudra déjà avoir quelqu'un pour le gérer sur place. Et puis les critères, quels sont les critères pour qu'il y ait une reconnaissance et une intégration et donc une mise en exécution par la force possible en Angleterre de ces décisions. Ça, c'est une question qui est très cruciale, puisqu'aujourd'hui, avec le règlement de Bruxelles, on a cette reconnaissance quasi automatique. On va devant la Cour de justice, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vécu, il y a un certain nombre de critères à remplir, on fait traduire le jugement et il est rendu exécutoire sans autre étape. Donc ça, c'est un risque. Pardon, oui. Alors, je vous ai parlé droit des marques, droit de la concurrence, les risques de changement, nous en avons parlé dans les contrats à anticiper. Oui, la question qui va être abordée des droits des douanes. Lorsque vous avez un contrat de vente aujourd'hui avec un acheteur britannique, vous n'avez pas forcément réparti aujourd'hui le risque d'un droit de douane. Vous n'avez pas anticipé un droit de douane puisqu'il n'y en a pas. Donc là, il faut effectivement commencer à anticiper au sein de votre contrat qui prendra en charge le droit de douane. En cas de délai, qui va porter ce délai, en fait, par exemple à la frontière. L'assureur qui va assurer le transport, ce qui veut dire commencer à introduire des incoterms que vous n'avez pas forcément aujourd'hui avec le Royaume-Uni. Les incoterms auront une influence, je crois que ça sera mentionné juste après, sur le prix à déclarer aux douanes, donc le prix de déclaration aux douanes. Donc ça, c'est un événement qu'il va prendre en compte. Évidemment, l'évolution des réglementations, mais ça, je pense que ça sera abordé plus tard.
voilà, il y a autre chose aussi. C'est vos contrats qui ont été conclus avant 2016, enfin avant le référendum. Si vous considérez que l'économie du contrat à la suite de Brexit, ou en ce moment commence à être remise en cause avec la période transitoire, vous pouvez peut-être vous réfugier, entre guillemets, invoquer une clause de force majeure, si c'était conclu évidemment comme un élément imprévisible avant 2016. Pour la période qui est une période transitoire, vous pouvez aussi prévoir des clauses de Material Adverse Change, par exemple, des clauses qui vous permettent de renégocier le contrat si des droits de douane commencent à être pénalisants, les délais commencent à être pénalisants pour vous. Donc vous avez quand même cette liberté contractuelle. Je vous invite vraiment à re-regarder, parce que vous avez peut-être certainement fait vos contrats, et d'anticiper. Voilà, pour vous, c'est des risques de coût, essentiellement. Y a-t-il des questions par rapport à l'impact juridique? Alors, je me suis... Oui? Nous avons en Angleterre des contrats avec nos franchisés. Donc des contrats réalisés avec un cabinet Hamilton Pratt, en l'occurrence, qui travaille avec nous à Londres. Qu'en est-il de leur validité post-Brexit? Il faudrait que je puisse les lire pour vous en parler plus. Et donc, ce sont des contrats qui sont en droit anglais. Oui. Et donc, évidemment, là, c'est les dispositions européennes qui s'appliquent sur la franchise. Il faudrait revenir avant 1972 pour pouvoir... pour pouvoir répondre plus précisément d'un risque potentiel d'un retour hanté appartenance à l'Union européenne. Vous avez des franchisés, vous avez des impacts en matière de marque, forcément. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est quelque chose que vous pouvez anticiper. Droit de la concurrence, c'est un grand point, parce que comment dirais-je, très clairement, l'autorité de la concurrence européenne ne sera plus compétente. Existe en Angleterre le CMA, enfin il existe une autorité britannique. Qu'est-ce qu'elle fera, qu'est-ce qu'elle décidera, on ne le sait pas. Je pense qu'il faut effectivement que vous soyez à l'affût de tout ce qui va être négocié d'ici là. En Angleterre, il y a quand même, on parlait du CBI tout à l'heure, mais il y a une mobilisation très très forte dans votre industrie en particulier pour que les choses restent comme avant. Parce que vos industries sont quand même terriblement aussi dépendantes de l'étranger en Angleterre. Donc eux sont très très avides de pouvoir avoir une continuité, le moins de mouvements possible. Une autre question. Johanna Hasbrook, je travaille dans une entreprise d'agencement. Vous n'avez pas évoqué le volet social. Donc moi, je fais peut-être partie des rares ici qui apportent des meubles, mais aussi des bonhommes pour les monter. Qu'est-ce que ça va... Est-ce qu'on sait un peu à quelle sauce on va être mangé sur ce volet-là? Alors j'allais dire, c'est assez difficile, parce que effectivement, on risque de se heurter à la non-libre circulation des personnes. C'est-à-dire que instinctivement, je pense que si c'est de l'installation en man time très courte, vous n'aurez pas comme quelqu'un qui est détaché pendant 6 mois, ou on peut imaginer qu'il y aura une possibilité ça fera corps du service proposé. En revanche, effectivement, s'il y a une période d'installation plus longue, on peut se poser la question de savoir si, effectivement, les Britanniques ne demanderont pas d'avoir une autorisation spéciale. Il faudra justifier qu'un Britannique ne peut pas le faire, des choses comme ça. Bon, si c'est sur de la période courte, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qui sera un obstacle. Merci beaucoup, Marie-Alix.